Bonjour Catherine, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Donc, avec Renard, on aime explorer le mouvement sous toutes ses formes, puis de fil en aiguille avec les années, ça nous a mené, c'est comme un retour à l'artisanat puis aux activités manuelles. Quand on s'intéresse à l'histoire de pourquoi l'humain bougeait, on se rend compte qu'en fait, bouger, c'était naturel, c'était fait pour notre survie, pour créer. Nous, ce qu'on dit, c'est bouger, c'était pour vivre, jouer et créer. Fabriquer des objets qui nous servent pour s'abriter, pour survivre ou pour simplement s'amuser. Puis récemment, j'ai vu une publication des Forges de Montréal et je me suis dit, wow, je connais rien à la forge traditionnelle. Je me suis dit, il y a quelque chose là, je pense que ça va nous faire du bien de retourner à certaines activités qui avant faisaient partie de nos communautés puis que maintenant, on ne le voit plus. Mais je pense que vous êtes là justement pour raviver l'intérêt pour la forge. Fait on va commencer comme ça. En fait, c'est quoi les Forges de Montréal? Les Forges de Montréal, oui, c'est un OBNL culturel. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui est né dans les années 2000. Donc, souvent, les gens nous visitent puis ils pensent qu'on est une forge historique, mais c'est pas le cas. En fait, on est vraiment un atelier contemporain. Donc, notre désir, c'était vraiment de ramener la forge, c'est ça, dans notre société, puis de pouvoir l'enseigner vraiment à des jeunes et des gens moins jeunes. Je veux dire, c'est pour tous la forge, là. Mais donc, le désir vraiment au cœur des forges, c'est d'en faire une école. Parce que le forgeron fondateur, Mathieu Colette, quand il est allé se faire former en France, il est revenu et a réalisé qu'au Québec, il n'y en avait pas d'école de forge. Puis la forge, c'est un métier, comme tu l'as dit, un peu au cœur du mouvement, mais au cœur de toute notre humanité. En fait, c'est un patrimoine de l'humanité important. Puis au Québec, ça s'est beaucoup perdu avec la révolution industrielle, etc. Donc, les Forges de Montréal, au cœur de sa mission, c'est vraiment de faire la transmission de ces savoir-faire-là. Puis ça a évolué beaucoup. Puis s'est tourné aussi autour d'un musée où est-ce qu'on va faire la médiation culturelle auprès du grand public aussi pour leur enseigner c'est quoi ça, puis d'où ça vient, puis pourquoi c'est utile encore aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup notre mission est aussi de se réapproprier ces savoir-faire-là, puis de les adapter aussi à ce qu'on fait de nos jours. Parce que, je veux dire, forger un outil, par exemple, du 19e siècle pour des pratiques du 19e siècle, aujourd'hui, on n'est pas dans les mêmes types de pratiques, par exemple, agricoles, donc on ne va pas faire le même type d'outils, mais on a les mêmes techniques qui vont pouvoir être utiles à adapter à notre pratique d'aujourd'hui. Donc, les Forges de Montréal en tant que telles, on fait à la fois de la recherche sur ces outils anciens, on fait de la transmission, on donne des cours, on a un musée, on fait des visites, puis on en parle au grand public, là, en général. Donc, les cours, c'est pour quelqu'un qui se dit « Oh my God, qui voudrait être forgeron, pourrait aller suivre une formation pour le devenir » ou c'est plus pour les débutants ou c'est les deux finalement? Bien, c'est les deux parce qu'au Québec, on remarque vraiment depuis de nombreuses années qu'il y a dans le fond deux branches. Il y a des gens qui veulent en faire un hobby. Par exemple, des gens qui sont à la retraite puis qui sont manuels puis qui souhaitent travailler le métal, ils n'ont jamais fait ça. Il y a aussi une certaine mode parce que, par exemple, à la télé, il y a des émissions comme Forge and Fire, de l'acier du feu en français, qui montre beaucoup de forges, en fait, puis qui donne le goût au grand public d'essayer ça. Puis, il y a une autre branche de personnes qui sont plus dans la recherche de vraiment un métier, donc d'approfondir ça vraiment pour en faire, dans le fond, une vie, là, je dirais, de vivre de ce métier-là. Donc, c'est vraiment deux profils assez différents, complémentaires aussi, là, mais qui vont arriver aux forges, qui vont faire le cours d'introduction, puis qu'après, on va voir si oui, ils veulent continuer ou si c'est vraiment un hobby qu'ils veulent continuer à la maison, au temps partiel. C'est sûr que ça se fait pas très bien à la maison, à moins qu'on soit installé avec une forge à la maison, là, mais ça peut aussi devenir un hobby, c'est ça, pour certaines personnes. Oui, un intérêt simplement aussi de questionner qu'est-ce qu'on achète. Sans faire les objets manuels, moi, ça m'a fait réfléchir à ce que je consomme, puis de me dire, hey, j'aurais jamais pensé, par exemple, c'est toi qui m'as fait découvrir pendant notre premier appel, que je peux
je pourrais acheter une hache faite à la main, puis connaître la personne qui a fait ma hache. Dans ma tête, c'était plus une possibilité aujourd'hui, tu sais. Oui, exactement. Tu sais, nous, ce qu'on dit aux gens, c'est que au final, tu vas au Rona ou à une autre quincaillerie t'acheter un marteau, par exemple. Puis ton marteau, tu sais pas d'où il vient probablement de la Chine. Tu connais pas les composantes de son matériau non plus. Puis probablement, il va durer environ quelques années, puis il va peut-être briser rapidement parce que, tu sais, on connaît tous l'obsolescence programmée, mais pour les outils, c'est la même chose. Puis c'est des composantes secrètes, des recettes secrètes d'entreprise, tout ça. On ne connaît pas exactement de quoi ça a été fait. Ça a été fait souvent avec du plastique. Tandis que quand on va voir un artisan, que ce soit un forgeron ou un autre artisan qui fait sur mesure, mais il va exactement créer l'objet pour ton besoin, puis il va le faire à ta main, selon c'est pourquoi tu as besoin de ton marteau, puis il va te dire exactement avec quoi il va le faire. Quel matériau, quelle composante, le manche va être en bois, tu vas pouvoir le changer s'il brise. Tout est vraiment fait dans une optique durable. Et là, on est vraiment dans un contre-mouvement, en fait, de l'obsolescence programmée, t'sais, qui nous est venu vraiment de l'époque industrielle, en fait, de tout ce travail à la chaîne-là. Puis ça concorde beaucoup avec au Québec l'industrialisation aussi, où est-ce qu'il y a vraiment un déclin de tout l'artisanat puis l'artisan manuel, là, qui était avant partout au Québec. Là. Je veux dire, le Québec est construit grâce aux artisans. Mm-hmm. Dans chaque village, il y avait un forgeron, il y avait un ébéniste, il y avait un tailleur de pierre. Probablement, pour construire les villages, il fallait ces gens-là. Là. C'est fascinant comment, tu sais, quand on était enfant, là, je veux dire, nous, on a grandi aux jouets en plastique, puis aux Barbie, puis tu sais, dans notre tête, c'était ça la modernité, puis le luxe. On s'émerveillait des objets industriels qui étaient tous pareils, puis on les voulait, puis là, on dirait que socialement, j'ai l'impression qu'il y a une vague qui s'en va, tu sais, qui vous supporte, là, qui est cette envie-là de ne plus avoir des objets standardisés. En fait, on veut l'inverse. On veut sentir qu'il y a des objets qui sont uniques à nous. Mais Si en vraiment, plus on le fait, c'est une autre couche, là, mais... et nous, on le sent vraiment, là, aux forges, de plus en plus. Dans les dernières années, on voit vraiment que les gens, ils veulent découvrir comment faire leurs propres objets, avoir une espèce de suffisance, d'autosuffisance, de développer des nouvelles capacités de faire ces choses soi-même. Ça peut aller de la cuisine à la forge. C'est sûr que c'est un spectre assez large de talent aussi, puis de créativité, là. Mais la forge fait partie de ce mouvement-là, c'est certain, de se réapproprier des savoir-faire puis des modes de production à échelle humaine, puis proche de soi, tu sais, puis c'est pas compliqué vraiment faire de la forge en soi, tu sais. Oui, il faut le bâti puis un ventilateur, tu sais, pour que ça fonctionne, mais avec du charbon, évidemment, puis du matériel. Mais une fois que tu as toutes tes choses de base, tu peux faire beaucoup de choses. Tu sais, ça te permet vraiment de créer des objets de toutes sortes. Mm-hmm. Est-ce que, dans le fond, Mathieu, est-ce que tu peux donner des exemples de... Parce que lui, il fait de la restauration. C'est comme tu disais, d'un côté, il fait de la restauration où il peut faire des nouveaux objets. Est-ce que tu peux nous montrer, en fait, l'étendue du catalogue d'objets que vous recréez aux Forges de Montréal? Ben oui, on fait beaucoup sur demande. On n'a pas de boutique vraiment encore, en tout cas, mais ça va venir. Là. Mais Mathieu Colette, lui, à la base, c'est un taillandier. Parce que les forgerons, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment une famille puis des disciplines différentes de forgerons. Donc, par exemple, un forgeron coutelier va vraiment faire que des couteaux. Un forgeron serrurier va faire de la serrure. Bon, il y a plein de disciplines différentes. Mathieu Colette, lui, c'est un taillandier. Donc, la spécialité des taillandiers, c'est vraiment de faire des outils coupants et de faire les outils pour les autres métiers traditionnels. Donc, lui, il va faire, par exemple, des haches, il va faire des marteaux, il va faire des pinces, des tenailles, des outils pour les tailleurs de pierre, des outils pour les bénisses. Fait qu'on est vraiment dans cette catégorie-là particulièrement aux forges. C'est comme le créneau qu'on a développé de forge traditionnelle parce que la forge traditionnelle en soi, c'est justement de pouvoir être au cœur de tous les métiers, c'est de leur fournir des outils durables. Fait qu'on on est dans cette voie-là. Les objets qu'on se fait demander plus souvent, donc c'est vraiment des couteaux, des outils, des haches, puis des marteaux. Puis sinon, les objets plus de restauration, bien, ça arrive. C'est moins notre créneau, mais on en fait, ça peut être des grilles extérieures, ça peut être des serrureries, des pentures, toute la quincaillerie, des bâtiments. C'est un bâtiment, c'est un patrimoine bâti. Il y a plein d'éléments en fer forgé que les gens ne savent pas nécessairement, mais qui sont utiles pour tenir, par exemple, la maçonnerie, des S en maçonnerie, des choses comme ça que nous, on peut restaurer aussi. Mm-hmm. Je pense que j'ai vu parce qu'il y a des super beaux vidéos sur
votre chaîne qui présente certaines parties de votre travail. Puis je pense que c'était ça, j'avais vu la restauration d'une peinture, c'est un exercice pour les élèves. Puis il y a comme un déclic qui se fait dans notre tête, tu sais, que comme avant, c'est ça, ces choses-là étaient faites à la main. On dirait qu'on ne remet pas en question. Tu sais, maintenant, c'est une machine, puis on pense que la solution, c'est d'aller au magasin, mais il y a réellement une perte de savoir-faire en deux générations. Tu sais, comme un exemple qui m'est venu en tête en parlant avec d'autres invités, c'est que ma grand-mère vivait sur une ferme dans le bas du fleuve, puis avec sa famille, il était autosuffisant, il faisait tout de A à Z jusqu'aux vêtements des enfants, puis aujourd'hui, je ne pourrais pas reproduire, tu sais, je peux coudre un bouton, là, puis c'est tout, c'est comme... Puis avec cette perte de savoir-faire-là, il y a une perte aussi ben, tu sais, ça change nos styles de vie, tu sais, fait que, est-ce que... ouais. Fait que qu'est-ce qui... ton mandat à toi, en fait, je pense que ça s'implique justement pour préserver un savoir-faire. Fait qu'on parle des objets en fer, mais aussi le savoir comment les faire. Fait que j'imagine que c'est ce que tu appelles le patrimoine immatériel. Oui, il y a un défi à travers ça. Bien, déjà, parce que tu parlais de la perte là, du savoir-faire, mais nous, on est vraiment en train de vouloir l'expliquer justement comment est-ce qu'on peut le récupérer, le réutiliser puis le matérialiser comme tel. Parce que le défi du patrimoine qu'on appelle immatériel, c'est des traditions vivantes, c'est des savoir-faire dans la tête des individus. Tu sais. C'est ça le danger, c'est quand une personne meurt, comme on perd tout ce qu'il y a dans sa tête. Tu sais. C'est le défi humain, là, je veux dire, de toute culture en général. Là. Je pense qu'il y a un proverbe africain qui dit aussi quand une personne âgée décède, une bibliothèque qui brûle, là, quelque chose comme ça. Mais c'est un peu dans le même esprit. Puis le patrimoine immatériel, le défi, c'est la conservation, c'est de le préserver, puis c'est de le transmettre. Donc, il faut qu'il y ait des apprentis, il faut qu'il y ait une relève, puis il faut un lieu pour pouvoir le faire. Donc, nous, au Forge, on a un lieu, on a des savoirs, puis là, on essaye d'avoir les moyens et les ressources puis des gens qui sont intéressés à faire ça de leur vie pour leur transmettre. Mais c'est un apprentissage qui prend du temps. Tu ne peux pas venir faire un cours puis devenir forgeron après 2 jours. Souvent, on va parler d'une dizaine d'années là, pour être vraiment un forgeron en pratique. Puis c'est ça qui, des fois, va être dur pour des jeunes qui veulent faire ça dans leur métier. À l'université, on leur dit où tu fais 3 années d'études puis tu vas devenir avocat. Mais là, tu fais 3-4 années d'études en atelier avec nous en pratique. Puis c'est incertain parce que c'est tellement un créneau qui est méconnu. Puis il faut vraiment avoir la passion, puis la patience, puis l'humilité pour apprendre ce métier-là parce que tu n'apprends pas ça du jour au lendemain. Puis c'est tous des trucs, c'est des petits trucs que Mathieu sait dans sa tête, mais tu peux pas écrire dans un livre non plus. Là. Fait que tout est vraiment lié à la pratique. Puis c'est ça qui est un défi de conservation. Nous, on fait des recherches au Forge où on va matérialiser chaque étape de fabrication d'un outil. Puis avec ça, ben, c'est comme un livre, c'est comme une planche de recettes. Dans le fond, on matérialise une recette pour faire, par exemple, une tête de hache. Avec tout ça, on commence à le faire là, pour les prochaines générations. Mais ça prend du temps, puis ça prend des ressources pour faire ça. Mais c'est hyper essentiel parce que sinon, on va tout perdre. Puis on en a perdu déjà beaucoup avec l'industrialisation. Puis Mathieu s'est fait comme mission de le redécouvrir, tout ça. Fait que là, on est en train de documenter ça, puis c'est beaucoup d'expérimentation, beaucoup de va-et-vient aussi, puis d'humilité à travers ça. C'est vraiment fascinant, pour moi qui est ethnologue, dans le fond, qui s'intéresse vraiment aux traditions, puis au savoir-faire, puis à comment est-ce qu'on peut les transmettre. Mais c'est d'être vraiment dans le cœur du problème puis du sujet, dans le fond, d'être là. C'est ça qu'on réalisait avec Renard. On veut parler de mouvement, puis on se rend compte que souvent, quand on pense à l'activité physique, on pense beaucoup à la mécanique. Puis, quand on parle d'un certain sport, on peut expliquer en détail comment lancer une balle de baseball, mais on se rend compte qu'il y a une différence entre expliquer une technique puis essayer de transmettre l'âme d'une activité ou l'essence d'une chose. Puis on se rend compte que des fois, il faut le vivre pour le savoir. Puis il y a des choses que, ben, en fait, même si tu lis sur comment le faire, ton corps, ta main et ton corps ne sont pas capables nécessairement de perpétuer le mouvement. Fait que, comme tu dis, c'est par la pratique. Oui. Fait que dans une société, on est tellement des gens, chaque personne apprend de manière différente aussi. Puis ça, nous, on le découvre aussi au Forge parce que dans nos cours, on a par exemple 5 étudiants. Peut-être que c'est 5 personnes qui apprennent vraiment pas de la même façon. Donc, un qu'il faut vraiment qu'il essaye. L'autre, il doit lire justement des consignes. Donc, tu sais,
il faut toujours s'adapter à ces personnes-là. Mais la forge, il faut vraiment que tu le fasses. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu sentes le matériel dans ton feu. Il faut que tu sentes la chaleur. Il faut que tu vois. Beaucoup, les 5 sens, en forme de ton corps, sont sollicités pendant ta pratique de forge. On a beau te l'expliquer, si tu vois pas, puis si tu n'entends pas le bruit du feu, puis si tu n'auras pas l'expérience complète, puis tu ne pourras pas saisir exactement comment faire ta pointe là, en acier. Là. Mm-hmm. Dans une société où toute notre vie devient de plus en plus numérique, mm-hmm. C'est ça, j'ai l'impression que de faire des choses avec ses mains, je pense qu'on ne réalise pas à quel point c'est connecté à notre identité, à notre humanité, comme tu disais. Puis c'est une autre forme d'apprentissage, je me rends compte. C'est ça, je m'en rends compte avec Renard, puis c'est ça le défi de dire pourquoi le mouvement n'est pas rendu en ligne massivement comme certains autres domaines, mais c'est parce qu'il y a une réalité qui peut être captée sur papier, puis il y en a une autre qui doit être vécue. Avec la COVID, on le voit beaucoup parce que là, avec la COVID-19, mettons, le gouvernement nous disait faites des projets numériques, numérisez vos trucs, faites des vidéos et tout ça. On est d'accord jusqu'à un certain point, mais nous, notre savoir-faire, on ne peut pas faire des cours en ligne de forge. C'est quelque chose qui est un non-sens parce que tout est dans le rapport humain, le rapport entre le maître et l'élève aussi. Tout est dans la relation humaine puis le contact. Fait il y a des limites aussi au numérique dans ce genre de pratiques-là, comme pour tout le sport aussi. Je veux dire, on peut enseigner, mais tu ne seras pas avec ton équipe sur le terrain. Fait que c'est ça, il y a des limites à ce qu'on pourrait faire. Puis pour revenir, on dit tout le temps qu'il faut revenir vers quelque chose de plus humain. Fait que mm-hmm. Faut que le numérique soit un pont vers le monde réel à mes yeux parce que c'est ça, sinon ça devient juste... Moi, ma crainte, c'est que la numérisation du mouvement devienne juste un divertissement dans le sens que je peux regarder là, 50 heures de vidéos de basket, tu sais, mais c'est comment est-ce qu'on est capable, comme éducateur, communicateur, d'amener les gens sur le terrain de basket? Moi, c'est ça. On n'a pas encore les réponses parce que nous aussi, on veut être justement dans la numérisation du savoir puis essayer de comprendre comment on transmet un certain savoir-faire. Mais on se rend compte qu'on veut plus être un maillon entre l'univers numérique et réel que juste de dire notre vie est virtuelle maintenant parce que... Sinon, tu perds vraiment l'essence. Mm-hmm. Tu peux numériser une certaine partie comme nous. Au niveau du patrimoine immatériel, je veux dire, nous, on voit qu'il y a différentes manières de conserver ce savoir-là. Tu peux faire vraiment un écrit, tu peux faire des photos, tu peux faire des vidéos, tu peux faire des enregistrements. Puis, tu sais, on faisait de toute époque, là, dès qu'on pouvait, les ethnologues, les anthropologues, c'est des gens qui allaient sur le terrain, qui prenaient des photos, qui faisaient des entrevues. Puis moi, avec Mathieu, c'est ce qu'on va faire. Tu sais, on fait des entrevues sur ce qu'il sait, son histoire, sa mémoire, parce qu'il faut conserver la mémoire de ce genre de personnes-là qui sont des artisans puis qui ont un savoir, tu sais, important pour notre société. Parce que si du jour au lendemain, il s'en va, mais au moins, on a ce petit fragment-là. Ça ne remplacera jamais sa personne. Donc, mm-hmm. C'est des manières de conserver ce type de patrimoine-là pour les générations futures. Mais la clé reste quand même la transmission, puis il faut transmettre d'un maître à un apprenti. Puis ça, c'est le défi ultime, ça, c'est sûr. Mm-hmm. Parce que quand on pense à patrimoine en général, on pense à des bâtiments ou à des objets physiques. J'imagine que les mots immatériels ou vivants font référence à cette chose-là intangible qui est difficile à reconnaître et à préserver. Là. Oui, mais tu sais, patrimoine vivant, c'est déjà un peu plus facile pour certaines personnes parce que là, on parle de chansons, on parle de l'oralité, de tout ce qui est tradition orale. Donc, on est vraiment dans l'artisanat, dans les contes, les légendes aussi, dans des habitudes ou des dialectes, la langue, tu sais, à quelque part, ça fait partie du patrimoine immatériel. Puis, d'un côté, tu as tous les savoir-faire artisanaux, les métiers traditionnels. Les métiers, en soi, c'est du patrimoine immatériel. Tu sais, on peut pas le mettre dans un musée, dans une cloche de verre comme un objet. Tu sais. Mais nous, au Forge, on parle souvent de patrimoine intégré, c'est-à-dire que le patrimoine bâti, il ne peut pas exister sans notre patrimoine immatériel pour le faire vivre. Parce qu'il faut le conserver, il faut l'entretenir. Donc ça, c'est des gens qui ont des savoirs qui s'en occupent. Mais c'est aussi de l'occuper parce qu'il y a un patrimoine bâti au Québec, on le voit, là, ça fait la une beaucoup là, depuis plusieurs semaines, les destructions de maisons, les maisons ancestrales qui sont détruites, toutes ces choses-là,
c'est quand même grave, là, ce qui se passe. Puis souvent, c'est parce que ces maisons-là sont inoccupées, ils n'ont pas une vocation, puis ils sont pas habités, ils n'ont plus d'âme. Mais tu sais, le patrimoine matériel, c'est un peu ça aussi, c'est de donner l'âme à un bâtiment, de lui donner une fonction, de rappeler sa mémoire, rappeler son histoire. Puis c'est comme essentiel. Sinon, ben, ça va tout être détruit. C'est ça qui arrive là, quand les gens ils voient plus l'utilité de le garder. Mhm. Puis c'est vrai, c'est crève-cœur ces nouvelles-là. Puis souvent, la pensée qui émerge dans ma tête quand je vois ça, c'est comment on en est rendu là. Tu sais, c'est qu'est-ce qui fait qu'on ne reconnaît pas tout ce qui est précieux dans ces bâtiments-là? Fait que c'était une de mes questions pour toi. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile en ce moment de faire valoir le patrimoine immatériel? Bien, immatériel, c'est surtout parce que ça a été très long à reconnaître, je pense. Le Puis même patrimoine le bâti, bâtiment, c'est vrai, parce qu'on oui, parlait de bâtiment, là, mais mettons les deux. les deux. Le patrimoine immatériel en soi, c'est surtout que ça repose vraiment sur justement des questions de transmission, puis c'est méconnu par rapport au patrimoine bâti qui a toujours été plus sur la tribune. Les grands monuments mondiaux. C'est toujours été ça qui a été le plus connu des gens, le Taj Mahal. C'est des icônes. Puis, et au Québec, en particulièrement, la question du patrimoine bâti, je pense que c'est très culturel. Là. Le fait qu'on s'y intéresse moins, qu'on a délaissé ça, ça fait peut-être partie de quelque chose comme l'américanité en soi, là, quelque chose que le nouveau... Je vais loin, là, mais le nouveau monde au Québec, en Amérique en général, ça a toujours été de reconstruire sur des nouvelles bases, ça a toujours été d'être moderne. C'est une philosophie ancrée culturellement qu'on pense pas à tous les jours, là, mais je pense que c'est un peu de là que ça vient, de notre désir de rebâtir à neuf tout le temps, puis puis on se cherche à travers ça. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont comme nous, qui veulent qu'on conserve notre patrimoine, mais on voit qu'il y a une majorité de personnes qui ne s'en préoccupent pas beaucoup. Puis ça, c'est vraiment une question d'éducation aussi. Ça part beaucoup de l'éducation, je pense, de nos racines, puis de où est-ce qu'on vient, puis pourquoi c'est important de garder ça. Bien, c'est pour se rappeler tout ce passage-là historique. Puis, mais des gens qui ça les effleure pas. Puis c'est triste parce que sinon, on perd beaucoup d'éléments de notre passé, puis on va se ramasser avec des Griffintown, par exemple, avec juste des tours immenses qui sont faites avec des matériaux qui sont pas durables, qui proviennent d'ailleurs, puis qui vont être détruits dans 20 ans parce que ça s'en va vers là. Tu sais, l'obsolescence programmée qu'on parlait, ça se répercute dans le bâti de nos villes. C'est assez épeurant. Mm-hmm. C'est fascinant comment tu parles de notre... je pense que collectivement, on a une âme, là, on a une énergie, puis ce qu'on appelle le Canada est encore jeune. Tu sais, Oui. comme si j'avais... Je pense que j'en parlais avec Dor Chirac, on parlait des différences entre les nations, puis à nos invités, puis c'était là, l'Europe a une vieille âme, tu sais, je veux dire, l'histoire, on la connaît, puis nous, on est encore jeunes, puis c'est fascinant, j'adore comment tu expliques que si on a un regard vers le futur, puis c'est encore ce mythe-là de la terre promise, qu'on voit le potentiel des choses, c'est vrai qu'on va avoir moins tendance à regarder en arrière puis à dire, ben il faut préserver parce que quand tu es tellement préoccupé d'avancer, le déclic, moi, c'était justement en voyant des bâtiments être détruits puis de dire, est-ce que je suis en train de perdre quelque chose en ce moment? Parce je pense qu'on est une génération où il manque de sens. Beaucoup, oui. T'sais, on a évacué la religion, la promesse c'était que la science ou l'économie allait nous donner des réponses, puis cette liberté-là qu'on voulait. Puis je pense que, comme tu dis, quand on voit des Griffintown s'ériger, puis que ça nous remplit pas de bonheur, il manque quelque chose, puis on cherche d'autres réponses. Puis j'ai l'impression, justement, que c'est là qu'on retrouve du sens dans re-questionner notre histoire, puis voir le décalage de comment on vivait avant en communauté puis comment on vit maintenant. T'sais. Il y a une souffrance, je pense, collective en ce moment. Bien, nous, on le ressent aux forges, puis encore une fois, c'est sûr que c'est une fenêtre, là, c'est une vision, mais on voit les gens qui viennent nous voir puis qui nous demandent, mais moi, j'ai besoin, tu sais, c'est un besoin vital de reconnecter avec quelque chose, tu sais. C'est pas de glorifier le passé, tu sais, nous, on veut pas revenir tu
à juste être dans sa terre, tout seul, dans son coin, pas rien, puis juste être autosuffisant sur une terre, pas de technologie. C'est pas ça notre vision du tout. Je pense que c'est très compatible avec nos modes de vie contemporains. Par contre, les modes de vie contemporains sont tellement accélérés, puis ils sont tellement dans l'excès de dépenses, puis de consommation, puis de choses qui sont jetables. Puis, fait que là, nous, on dit tout le temps, ben là, il faut prendre un pas de recul, puis quand même faire des ponts avec notre mode de vie, oui, actuel, mais ralentir, puis revenir quand même à une échelle locale durable. Puis le forgeron, à travers ça, a son rôle parce que ça a toujours été la personne au cœur des communautés qui aidait sa communauté en fournissant les outils, mais aussi en s'occupant des chevaux, en aidant à construire sa communauté. Fait que c'est comme assez symbolique aussi, comment est-ce que la forge, ça a toujours été un lieu de rassemblement. Fait que nous, on réutilise beaucoup ce discours-là parce que c'est par ça qu'on veut sensibiliser les gens à vraiment ralentir puis à réfléchir à nos modes de vie puis à nos modes de production. Puis dès qu'on pense à mode de production, on pense vraiment à la consommation. Puis dès que c'est consommation, bien, on pense au mode économique aussi, à notre économie. Puis c'est là qu'on voit qu'il y a un problème parce que si les Griffintown s'érigent comme ça, c'est parce qu'il y a des gros intérêts économiques à travers ça. Puis ça, c'est plus grand que nous, là, réellement. C'est tout un système en place. C'est difficile à déloger, là. C'est une bataille de plusieurs générations, je pense. Mais la quête de sens, elle revient vers ça. C'est constamment de comment consommer, mieux consommer, puis faire des choix de société aussi à travers ça. Mm-hmm. C'est vrai qu'il ne faut pas... Souvent, j'ai l'impression quand on parle, c'est de protéger l'histoire, il y a souvent dans le monde de, mettons, la médecine évolutive, un argument vraiment rapide qui revient, c'est « Ouais, mais là, les hommes des cavernes, il y avait une espérance de vie de 35 ans. » Puis c'est comme, OK, c'est ça. C'est pas ça qu'on veut dire, c'est ça. Il y a beaucoup de nuances entre dire il y a des choses du passé qui sont bénéfiques, qui peuvent être appliquées aujourd'hui, puis dire notre message social, c'est d'un retour complet à la nature, ce qui ne serait pas réaliste non plus parce que... Ben non. Ouais. C'est sûr que non, je dirais, on a aussi un certain confort aujourd'hui qu'on a atteint, puis je dirais, on ne peut pas demander à une société de se faire retirer ce confort-là, puis c'est des luttes aussi qui nous ont menés jusque-là, puis il faut respecter ce passé-là, là, on ne peut pas faire table rase, là, ça ne fonctionne pas, il faut toujours avancer, puis essayer d'éduquer les gens, puis de retourner vers ça. Des crises comme la COVID, en ce moment, nous, à un certain point, on voit du positif à travers ça, parce qu'on se dit, ben, les gens, il y a des prises de conscience. C'est pas tout le monde, mais il y a des prises de conscience de l'importance de reconsommer local puis de développer une certaine autosuffisance, notamment agricole, que nous, on voit bien le lien avec la forge, avec l'agriculture, parce qu'on fait des outils pour l'agriculture, puis on voit tout un potentiel de créer un écosystème local pour que ça puisse durer. Puis il y a des jeunes entrepreneurs qui comprennent tout de suite ce message-là. Là. Des gens de notre génération qui se partent des fermettes là, en région. On leur parle d'outils forgés, puis ils sont comme oui, là, let's go. On n'a même pas besoin de les convaincre parce que le lien se fait tout seul. Il y a ça aussi. On est dans une génération qui cherche beaucoup, puis il y a plein d'idées, puis plein de créativité qui ressort de tout ça parce que je sais pas, ça fait du sens. Puis on voit que l'intelligence de la main revient. Puis c'est pas parce que on a vraiment valorisé beaucoup les études, par exemple, universitaires. T'sais. On a toujours dit, il faut un bac, puis maintenant une maîtrise. Puis on pousse les gens à l'étudier beaucoup. Puis ça fait en sorte que notre société, c'est des gens qui sont très éduqués, mais qui savent plus faire des choses manuelles à un certain sens. T'sais, on n'enseigne pas à nos enfants comment couper du bois, faire des choses de base, là, de survie, de fabrication, de réparation, comme tu parlais de ta grand-mère. Moi aussi, j'ai eu la chance, ma mère m'a quand même enseigné à coudre un petit peu, mais jamais autant que ma grand-mère non plus. Là. Fait que, la question, c'est est-ce qu'on ne devrait pas éduquer nos enfants aussi à ce genre de métier-là pour faire en sorte que la prochaine génération, il y a quand même un bassin d'artisans, de gens capables de faire ces choses-là. Parce que sinon, on est dépendant tout le temps des autres pays, notamment des pays asiatiques qui fabriquent des choses pour nous. C'est ça, hein, c'est plus... ce qui peut des fois être un hobby, c'est aussi toute une remise en question du système dans lequel on est. Puis je pense que plus une société dépend des hautes technologies, ça fait qu'on avance peut-être plus vite à nos yeux, mais ça nous fragilise aussi parce que dès que quelque chose brise dans ce système-là hyper complexe, ben
on peut plus fonctionner. Tu sais, comme tu disais, s'il y avait une crise alimentaire au Québec, comme qui pourrait s'alimenter? Pas beaucoup, non. Puis le but, c'est pas de dire qu'il faut comme être un survivaliste qui est capable de faire Non, les choses non. soi-même, mais de savoir d'où viennent nos choses, puis même de les faire soi-même, je pense qu'il y a quelque chose de... C'est inexplicable, on dirait que c'est en le faisant qu'on le ressent. Tu sais, c'est niaiseux, mais de voir une plante pousser puis de dire « j'ai mis la graine », ça semble tellement anodin, mais il y a un sentiment de fierté puis d'émerveillement qu'on peut pas avoir en regardant un documentaire sur comme une usine de tomates en Colombie. Tu sais, c'est comme pas pareil. C'est sûr que c'est pas pareil. Puis on parlait de quête de sens, puis je pense que ça revient vers ça beaucoup. Le fait de pouvoir s'accomplir dans ce qu'on fait individuellement et collectivement. Là. Mais tu sais, faire pousser son propre jardin, à quelque part, ça a l'air anodin, mais ça l'est pas. Tu sais, il y a des choses plus profondes derrière ça, je pense, qui expliquent notre bien-être à travers ça. Puis il faut juste l'appliquer à plus grande échelle, tu sais, parce que moi, ce que je veux comme vision pour le Québec, c'est pas non plus que chaque personne fasse toutes ces choses juste elle-même tout seul chez soi, puis qu'il se ferme de tout, tu sais. On veut que ça reste quelque chose de collectif, puis il faut que ça soit inclusif, puis tu sais, c'est tout un système, comme tu dis. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de composantes à imaginer, puis il faut que ça reste interconnecté, parce que si tu t'en coupes une là, ben le système ne fonctionnera plus, là. Mm-hmm. J'aime comment tu mets de l'avant l'aspect communauté, parce que c'est une de mes réflexions souvent, c'est ça, je me disais, est-ce que je vais vivre dans le bois ou j'accepte de vivre en ville? Puis on a l'image des tours à condo, puis je me rends compte que, tu sais, on parlait de Griffintown, puis mais ce qui est paradoxe, c'est qu'en ce moment, j'ai l'impression que l'avenir, c'est d'empiler les gens, parce que si on s'étalait, on détruirait la nature, tu sais. Fait que c'est comme le dilemme dans lequel on doit vivre, qu'on veut reconnecter à la nature, mais si on le ferait tous, se faire une cabane dans le bois, il n'y aurait plus assez de terre nécessairement pour tout le monde. Fait que l'idée de vivre en ville, mais de cohabiter, je pense que c'est ça le défi de notre génération, c'est de dire comment on retrouve un sentiment de petite communauté, parce que ça nous manque, dans un contexte où on vit entouré d'inconnus, tu sais. Oui. Puis nous, on se posait ces questions-là au Forge Montréal parce que je veux dire, pour être honnête, les artisans en général préfèrent pas être en ville. Là. Je pense que il y a les artisans ont en général des traits communs, je dirais, majoritairement des valeurs, puis aussi ils aiment beaucoup le calme, aiment beaucoup, je pense, un espace où est-ce qu'ils peuvent réfléchir, exprimer leur créativité, prendre le temps de faire les choses. Puis la ville, c'est un peu le contraire de tout ça, parce que ça bouge toujours, il y a des visiteurs tout le temps, tu sais, les Forges de Montréal, on le ressent beaucoup, on n'a pas une quiétude d'esprit vraiment, parce que c'est un roulement continu, tu sais, on a des cours, on a des gens qui visitent, on a des gens qui arrêtent à tout moment, des cyclistes, tu sais. Mais on a eu ce dilemme-là, est-ce qu'on déménage les forges, parce qu'en 2016, il y a eu un avis d'éviction avec la ville, puis il y a eu ces réflexions-là, est-ce qu'on s'en va ailleurs, est-ce qu'on va en région, etc. Mais finalement, on voulait rester en ville parce que d'une part, on aime le bâtiment dans lequel on est, puis ça fait partie de l'identité de l'organisme, la station de pompage Riverside. Mais aussi, être en ville, c'est vraiment rayonner. C'est-à-dire, il y a un bassin de personnes là qu'on veut éduquer, qu'on veut faire passer notre message, puis c'est là qu'à un certain point, c'est là que ça va être le plus pertinent pour nous de le faire. On pourrait après développer des ateliers partout ailleurs, mais le cœur doit rester en ville parce que c'est là que les gens vont tous, c'est un point de rencontre important pour la population en général. Puis les gens se rendent de la région, ils viennent nous voir, il y a des gens même du Saguenay qui sont venus nous voir pour une formation, c'est loin, là! Moi, la première, j'étais comme, ben voyons, vous avez fait tout ce voyage-là, c'est quand même impressionnant, c'est vraiment une volonté de vouloir vraiment apprendre, puis visiter, puis avoir contact avec ce type d'artisan-là, là. Donc, la ville, c'est un paradoxe de toutes les époques, je pense, de est-ce qu'on va en ville ou en campagne, mais il y a toujours des bons côtés à tout, puis c'est ça. Montréal, c'est la métropole. Là. Fait que, il y a ça aussi. Pour faire rayonner une mission, ça reste que c'est un siège important. Ouais, quand tu parles de style de vie puis que certaines personnes sont attirées vers certaines disciplines, mais je peux comprendre comment l'acte créatif, il y a un besoin de recueillement. Oui. Je pense que c'est ça aussi quelque chose qu'on a besoin en ce moment. Je pense qu'on a une vision productive qui a pris la place dans toutes nos sphères de vie. Puis je sais pas si, en tout cas, je sais pas si t'es comme moi, mais comme moi, c'est difficile des fois de m'asseoir sans avoir la petite voix négative dans ma tête qui dit « fais quelque chose ». Exact. Toujours, en fait. Puis au Forge, dans nos cours, on prend le temps, là, tu sais.
c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, qui sont dans des domaines très différents, mettons, en technologie, qui viennent prendre un cours pour faire changement, tu sais, mais ils sont tellement habitués à un rythme de vie que des fois, ils vont nous dire, ah, tu sais, c'est trop ça lent, le cours est lent. Mais, tu sais, nous, tu sais, allumer un feu, le laisser chauffer, c'est long, là, tu sais, le temps qu'il soit à bonne chaleur, il faut prendre le temps, puis c'est vraiment un art qui est lent, tu sais, mais qui est aussi rapide. Une fois que c'est chaud, il faut que tu te dépêches à faire ta pièce, puis tu la remets au feu, tu sais. Mais il y a comme tout le temps des temps de pause, puis il y a de la réflexion, puis c'est beaucoup résilient, c'est très humble, parce que souvent, tu vas briser tes premiers morceaux que tu vas faire. C'est sûr que tu arrives aux forges, puis il faut que tu sois humble, parce que tu penses que ça va être facile, puis ça le sera pas. C'est rare que c'est facile du premier coup aussi. Fait qu'il y a beaucoup de lenteur à travers ça, mais c'est bénéfique, je pense, pour les gens. Puis Mathieu Colette, le fondateur des Forges, lui, il parle même de méditation. Je pense qu'on s'en était parlé au téléphone là, quand on s'était parlé, mais il y a quelque chose de très méditatif dans le fait de forger, de réfléchir à ce qu'on va faire, à regarder le feu, à être très groundé, les pieds au sol, etc. C'est quelque chose qui peut être très libérateur. On pense beaucoup à la méditation comme quelque chose qui se vit assis, seul, dans une pièce vide, mais je crois beaucoup à la méditation en mouvement, quand on est tellement c'est la théorie du flow, là, que tu es tellement dans le moment que même à travers le geste, c'est juste harmonieux, puis c'est apaisant autant que cette vision-là qu'on a de juste s'isoler et ne rien faire. Comme tu dis, aller en forêt, mais il y a des choses alternatives à ces deux extrêmes-là. T'sais. Vraiment. Puis, tu sais, moi, c'est pas le premier forgeron qui me dit que la forge, c'est quelque chose de méditatif. Il y a vraiment un processus intérieur qui se fait. Puis, ça dépend de ta spiritualité aussi. Là, je veux dire, c'est pas tout le monde qui vont penser ou aller vers là. Mais pour beaucoup de personnes, c'est très libérateur dans le geste, puis dans la répétition aussi. C'est quelque chose de très effectif aussi. Puis, comme tu dis, la leçon que, du rythme des choses. La personne qui est impatiente parce qu'elle trouve que ça va pas assez vite, c'est probablement la personne qui bénéficierait le plus parce que ça indique à quel point notre système nerveux, j'ai l'impression, et justement, c'est harmonisé au rythme d'un ordinateur où il y a des émissions de télé, des jeux vidéo qui sont designés pour être instantanés, nous amener une gratification instantanée. Puis je pense réellement que il doit y avoir des études là-dessus, je me suis pas penchée, mais ça doit comme programmer notre cerveau puis notre système nerveux d'une certaine façon. Clairement. Clairement, puis tu sais, c'est ça. Ça peut être frustrant parce que quand tu es quelqu'un qui est habitué, que ça va très, très vite, apprendre la forge, c'est un peu à l'extrême de ce que tu vas être habitué parce que c'est très long et très lent. Puis c'est complexe aussi, il faut que tu prennes le temps puis de pratiquer. C'est un métier qui s'apprend vraiment, comme le dicton le dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais c'est pas pour rien que ce dicton-là fait les générations. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'avait amené, toi, vers la forge? Ah, mais oui, ça, c'était une question qu'on voulait parler, mais en fait, moi, je suis arrivée bénévole aux Forges. J'ai entendu parler de ça par une autre personne. Je travaillais avec un tailleur de pierre à Québec pour une exposition muséale. Puis, ce tailleur de pierre-là m'a dit « Ah, si tu vas à Montréal, il y a une école de forge là-bas, puis je te fais rencontrer les forgerons. » Fait que j'ai rencontré finalement les forgerons à ce moment-là, puis ils étaient pendant leur bataille pour empêcher l'éviction des Forges de Montréal. En fait, il y a eu un documentaire aussi qui était filmé pendant ce moment-là, qui s'appelle Fondation, que je te donnerai les liens. Là. Maintenant, il est accessible sur tout.tv. Puis, donc, il est en train de filmer Fondation, puis d'essayer de régler cette question-là avec la ville. Puis, il y avait besoin de coups de main de bénévoles parce qu'il y avait un projet justement d'exposition muséale aux Forges, la première exposition permanente. Puis, comme moi, j'étais en train d'étudier justement patrimoine, ethnologie, culture, bien, j'ai offert mon aide pour faire la recherche pour l'exposition. Puis finalement, j'ai vu que non seulement il y avait besoin d'aide pour ça, mais il y avait besoin d'aide pour aussi gérer l'organisme en tant que tel. Tu sais, Mathieu Colette, il a mené ça presque seul pendant 20 ans, là, je veux dire. Mais c'est un forgeron, puis sa place est dans l'atelier. Puis moi, ayant des connaissances vraiment au niveau aussi de gestion des organismes culturels, etc.,
j'ai offert de faire, ben regarde, moi, je pourrais prendre le volet aussi administratif, mais aussi organisationnel, médiation culturelle, tout ce qui touche la forge, mais pas l'atelier de forge comme tel. Ben je me suis offert de l'aider pour ça. Puis ça s'est développé, puis finalement, ben, on est rendu co-directeur parce que c'est vraiment deux facettes de l'organisme qui communiquent, mais qui demandent quand même des, c'est ça, des compétences différentes. T'sais. Moi, je suis pas adaptée pour le feu. J'ai fait mon cours d'introduction. Je connais bien la forge. J'ai fait mes recherches là-dessus aussi beaucoup. Mais je m'occupe de tout l'autre volet qui lui, lui permet de retourner au feu. Là. Donc, c'est ça. C'est vraiment un coup de cœur, en fait, de bénévolat. Mm-hmm. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant. Juste une parenthèse, la terre de pierre, là, c'est. Parce que la seule image qui me vient en tête, c'est comme un pierre à feu, là. Oui, non, mais, effectivement. La mais terre de pierre, aujourd'hui, c'est ça, ça ressemble à quoi? ben, c'est des artisans qui sont, des fois, on les voit pas beaucoup, ils sont en chantier, par exemple, puis ils vont restaurer le Parlement, mettons, de Québec. OK. Tout ce que tu vois sur le bâtiment qui ont des formes sculptées. On prépare des sculpteurs aussi, en fond de pierre. C'est des gens qui travaillent avec des outils, souvent de forge, de forger, en fait, mais qui vont travailler des pierres de calcaire, puis qui vont faire de la sculpture ou réparer des éléments en pierre sur les bâtiments, essentiellement. Mm-hmm. C'est comme mon premier contact avec des artisans du patrimoine bâti. C'est vraiment des gens qui travaillent sur le patrimoine bâti, mais qui sont des artisans. Mm-hmm. Parce qu'encore une fois, quand on pense à artisan, moi, ce qui me vient en tête, c'est le Salon des métiers d'art, puis Oui. c'est le tricot, puis c'était pas, comme tu me dis, tailleur de pierre, on s'entend que c'est pas ça qui est proposé dans les cours d'orientation à l'école, là. Non, mais il y a quand même je crois que c'est, je me rappelle pas la ville, mais il y a un programme pour apprendre la taille de pierre au OK. Québec, alors qu'il n'y a pas de programme pour apprendre la forge. OK. Donc en tout cas, on est en train de travailler sur ça. Il va peut-être apparaître un programme en conservation du patrimoine bâti avec un volet forge au Québec dans les prochaines années. Nous, on est en train de travailler là-dessus. Mais effectivement, quand on pense à l'artisanat, moi aussi, depuis que je suis toute petite, le Conseil des métiers d'art, le Salon des métiers d'art, ça a été... j'ai toujours adoré ça, voir les artisans, puis c'est toujours été plus bijoux, bijoutiers, céramique aussi, etc. Mais le Conseil des métiers d'art a aussi un volet patrimoine bâti, donc c'est architecture et patrimoine. Puis c'est les artisans comme des ferblantiers, des charpentiers, des ébénistes, tailleurs de pierre, forgerons d'art, des gens qui travaillent aussi, des couvreurs pour les toitures. C'est tous des métiers un peu méconnus, mais ça existe encore. Puis le Conseil des métiers d'art les représente aussi, en fait. J'étais reconnaissante quand j'ai vu votre publication parce que, ben, premièrement, moi-même, je ne savais même pas que vous existiez et que c'était possible de faire de la forge. Fait que je me suis dit, les gens vont être contents de découvrir cette possibilité-là. Puis je pense que ça va résonner vers des personnes qui, justement, n'accordent pas toujours dans l'apprentissage intellectuel classique puis qui avaient peut-être, même sans s'en rendre compte, un appel pour faire des choses avec leurs mains. Puis je pense que là, il y a beaucoup aussi de discussions pour revisiter, révolutionner un peu le cursus scolaire classique qui est basé sur l'ère industrielle où on voulait former des bons employés pour des grosses compagnies. Fait que, est-ce que tu sens qu'il y a une ouverture, un niveau de, tu sais, d'en faire une, parce que tu dis, tu sais, vous allez faire peut-être un cours reconnu. Est-ce que tu sens qu'il y a une mouvance vers intégrer ces métiers-là carrément dans le système scolaire québécois? Bien, pas les intégrer, mais les initier certainement. T'sais, nous, on vise vraiment aux plus jeunes, des jeunes, parce que primaire, dès le primaire, si tu vois, par exemple, un forgeron, tu sais tout de suite que ça existe. Il y a juste... Nous, on est encore en train de justement montrer que ça existe à des adultes qui croyaient que ça avait disparu. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, nous, on vise vraiment des jeunes du primaire puis du secondaire. Puis, on a déjà des projets pilotes avec différentes écoles pour les amener à la forge, leur montrer que ça se peut. C'est peut-être qu'ils ne voudront pas faire ça, mais juste de savoir que ça existe, ça peut allumer une... Si on allume une cloche parmi les 50 personnes, les 50 jeunes qu'on reçoit, mais c'est déjà un plus pour peut-être le futur. Puis nous, on pense que ça devrait être intégré beaucoup plus tôt, là, effectivement, là, qu'ils puissent visiter la forge. Les écoles alternatives, des écoles alternatives, on en a reçu plusieurs parce qu'eux l'intègrent plus tôt dans leur programme aussi, qui est tourné plus sur les métiers aussi de la main, les traditions. Mais c'est sûr que, selon nous, ça serait super bénéfique là, pour les jeunes d'apprendre
pas apprendre, mais voir, au moins visiter, tel qu'on visite, on visite des musées quand on est au primaire. Ben, visiter un atelier d'artisan, c'est pareil, tu explores ça, tu te parles avec l'artisan, puis c'est possible que ça éveille des choses en toi. Mhm. Absolument. Tu sais, l'aspect, tu sais, il y a le musée qu'on regarde, mais l'idée de pouvoir participer, Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Nos vies, c'est sur des écrans, tu sais. oui, On se rend pas compte comment on voit les choses, mais notre corps, on n'est pas mobilisé pleinement. Puis, non. Puis, tu sais, moi, j'ai fait le cours d'introduction qu'on donne aux forges, puis je peux t'assurer que mon corps le ressenti, tu sais. Tu sais, c'est très physique, là, ça risque, il faut vraiment, tu sais, il y a des gestes précis, tu le ressens dans ton corps, puis des jeunes, moi, toutes les portes ouvertes ou les visites qu'on fait avec des jeunes, on voit tout de suite comment est-ce qu'ils sont attirés par la flamme, tu sais, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec la forge, c'est quelque chose de très... C'est dur à expliquer, là, mais moi, je le vois dans le regard des enfants quand ils voient un forgeron, puis ils en reviennent pas, là, tu sais. Il y a vraiment quelque chose qui se passe que, mais ils pensaient pas que ça existait, puis là, il y a comme une questionnement, comment il réussit à déplacer, comment est-ce qu'on forme ça à partir d'une barre droite, tu sais. C'est dur, là, c'est en métal, tu sais. Fait qu'il y a vraiment des questionnements au niveau des matières aussi, puis comment est-ce que la chaleur peut faire ça, puis il y a tellement un potentiel d'éveiller, tu sais, des choses chez eux, là. Moi, j'adore ça pour voir les enfants au fond. ah, ça doit, parce qu'ils ont cette capacité-là d'émerveillement Ouais. qu'on Non, perd des... ça nous donne envie de poursuivre souvent quand on reçoit des écoles. Puis les enfants, ils nous posent toutes sortes de questions, mais c'est tellement des bonnes questions, là, tu sais, comme qu'est-ce que ça fait un forgeron dans la vie, tu sais, ils sont vraiment allumés, là, ils ont vraiment une curiosité que des fois, c'est plus dur de convaincre des adultes de notre utilité qu'un enfant qui va comprendre Mm. tout de suite pourquoi on existe. Mhm. C'est beau le feu quand tu parles, tu sais, quand on parle de essayer de retrouver l'essence de quelque chose, puis c'est vrai que le feu est au cœur de ce métier-là, puis ça doit être inexplicable, l'amour de l'humain pour le feu, là. C'est quelque chose d'autre qui a quitté notre vie en ce moment, tu sais. Ouais. Ah oui, Mais c'est ça. Mais comme je disais, c'est l'utilisation des cinq sens puis des éléments aussi, en fond. Parce que pour partir ton feu, tu as besoin de tous les éléments aussi. Tu as besoin d'eau pour refroidir tes pièces. Fait que tu es en contact avec toutes ces choses-là constamment dans ta pratique, là. des fois, on se met le feu sur l'iPad, là. Oui, On se dit c'est niaiseux, mais comme, au moins juste le voir puis l'entendre, ça fait déjà du bien. Fait que je peux pas imaginer de juste reconnecter avec le feu réellement comme ça, là. Ça doit être assez fou, là. mais tu sais, je pense qu'il y a aussi des gens qui ont des penchants sur les matières précisément, tu sais. Moi, c'est pas le métal, ma matière. Mathieu, lui, c'est vraiment le métal, tu sais. C'est la matière qu'il aime le plus manipuler. Moi, je suis plus terre, tu sais. Il y a des gens qui sont plus connectés avec la terre, la céramique, tu sais, ces choses-là. Il y en a qui sont plus connectés avec des fibres végétales, tu sais. Ça, c'est quelque chose qui sont très personnels aussi. Puis il faut aimer le métal, tu sais. Il faut aimer la transformation du métal, puis la chaleur, puis le feu, tu sais. Ça dépend aussi de tes préférences, là. Mhm. Qu'est-ce qui une, ce qui est particulier aussi de votre lieu, parce que je viens de me rendre compte qu'on ne l'a pas précisé, mais peut-être pour donner un petit mot sur le bâtiment. Parce que Oui, comme tu dis, la forge nécessite un lieu, puis c'est l'interrelation de tout, tu sais. Le lieu fait la communauté crée le lieu, là. Fait que oui. qu'est-ce qu'il y a de particulier de où vous êtes? Bon, la station de pompage Riverside, c'est un bâtiment industriel qui a été construit par les architectes Perrault et Ménard. Donc, c'est quand même des gens qui étaient connus à l'époque là, à Montréal, en 1887. Puis, en fait, l'origine de ce bâtiment-là, c'était en 86, 1886, donc l'année d'avant, il y a eu des inondations records dans la ville de Montréal. Tout le Vieux-Montréal, ben, c'était pas le Vieux-Montréal à l'époque, là, mais tout ce quartier-là, ainsi que le quartier de Goose Village, qui est maintenant disparu, c'était des terres qui étaient constamment inondées là, par les embâcles britanniques. Au printemps, il y a des glaces qui venaient frapper la ville, puis tous ces quartiers-là devenaient aussi très insalubres. Donc, en 1886, après l'inondation, là, la ville a décidé de construire des stations de pompage avec des pompes à vapeur, dans le fond, activées avec du charbon, pour éliminer ces eaux-là qui s'accumulaient dans les quartiers puis qui rendaient les quartiers insalubres. Donc, notre bâtiment, c'était dans le fond un bâtiment qui accueillait les pompes à vapeur, donc qui était vraiment la station de pompage pour pomper les eaux en dehors de la ville.
à l'origine, à l'arrière du bâtiment, il y avait un bassin aussi de déversement où que tout s'en allait là. Puis on a des photos d'archives de l'époque, c'est magnifique. Le paysage est très différent parce que la station de pompage était vraiment dans le quartier Goose Village, ou Village aux Oies, ou Victoria Town. Il y a 3 noms à ce quartier-là. Mais ce quartier-là est disparu aujourd'hui, mais avant, il était vraiment situé dedans. Puis il y a une station sœur aussi, parce qu'ils en ont créé 2. Ils ont la station Riverside, puis la station Craig, qui est située en dessous du pont Jacques-Cartier. Je sais pas si tu vois c'est où, il y a comme les 2 autoroutes, mais elle est un peu isolée, là, elle est abandonnée depuis de nombreuses années. Elle n'a jamais eu de vocation de reconversion comme nous. Donc, la station Riverside, on l'a récupérée en 2000. Mathieu, c'est une station qui avait dans... En fait, c'est un coup de cœur de bâtiment. Elle est abandonnée depuis 1940 à peu près. Quand il l'a récupéré en 2000, il a dit ben c'est parfait pour me faire une forge parce que c'est un très haut bâtiment, dans le sens que les plafonds sont immenses. Il y a une immense cheminée qui nous permet de mettre les forges directement dedans, donc d'avoir un bon tirant d'air. Puis en fait, c'est tout en briques. Donc, c'est parfait pour nous. Il n'y a pas de danger apparent là, de feu là, avec ce type de bâtiment-là. Excuse-moi, le fait que le plafond est haut, c'est parce que justement la chaleur monte, fait que ça évite que Exactement. t'étouffes quand tu chauffes. Exactement. Puis réellement, là, nous, on chauffe même l'été. Puis des fois, il fait plus chaud dehors que dans la forge. Parce que c'est un bâtiment en pierre, tu sais, c'est un bâtiment en pierre grise. Donc, il garde quand même une certaine fraîcheur. Puis le fait que la chaleur se fait tout de suite aspirer par la cheminée, devant le feu, t'es même des fois plus au sec parce que c'est sec. Des fois, l'humidité dehors, là, t'as chaud, puis c'est... Mais nous, on brûle constamment. Fait qu'il y a tout le temps du feu aux forges. Puis c'est ça. Fait que le bâtiment, ça fait partie de l'identité de l'organisme parce que... Puis c'est son logo, là. Je l'ai sur mon gilet. Mais c'est le logo de l'organisme parce que c'est vraiment l'identité de l'organisme. Ce bâtiment-là a été sauvé grâce à Mathieu qui a récupéré tout le bâtiment. Il a tout fait lui-même. Il a tout enlevé l'intérieur. Les murs étaient moisis. Il a refait le toit. Il a tout entretenu. Il a refait l'intérieur pour installer ses forges. Puis grâce à ça, puis le fait qu'ils ont réchauffé tout ce bâtiment-là qui était abandonné, bon, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, il est encore debout. Contrairement à l'autre station, la station Craig, qui aujourd'hui doit probablement se faire complètement déconstruire puis reconstruire parce qu'elle a été abandonnée puis elle est vraiment pas très récupérable dans l'état actuel. Là. Donc nous, on a une histoire d'amour avec ce bâtiment-là depuis qu'on est dedans. Puis on rêve aussi de le restaurer encore plus, de le ramener jusqu'à ce qui était avec son look d'origine parce qu'il y a beaucoup de modifications à travers le temps. Donc, on a un projet dans les prochaines années pour refaire aussi l'extérieur, refaire l'intérieur, puis réaménager autour parce que c'est un quartier, c'est proche du Farin Five Rose. Donc, on est dans un quartier proche du Montréal, très, très proche, sauf que c'est quand même industriel. Et qui a réaménagé ça pour que ce soit un peu plus accessible puis plus agréable aussi de rester dans les alentours. Donc, on a beaucoup de projets pour la mettre encore plus en valeur. Puis, tu sais, c'est ça, quand j'ai lu l'histoire, c'est ce qui m'a charmé encore plus, c'est le cœur qu'il y a dans ça. Là. C'est un investissement, je pense que Mathieu l'a dit, c'est sa vie, là, lui, de faire ça. Qu'est-ce qui fait que c'est un combat de voir... Tu sais, parce que dans ma tête, c'est une évidence qu'il faut vous soutenir puis faire rayonner ce que vous faites encore plus. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile en ce moment? Parce que je pense que là, vous êtes dans une nouvelle campagne avec une pétition. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En fait, nous, ce qui arrive, c'est que notre bail d'occupation de la station arrive à échéance en février 2021. Puis, on n'a toujours pas de garantie de la Ville de Montréal de pouvoir rester au-delà de ça. Donc, ce que nous, on a peur, c'est qu'on ne soit pas renouvelé, puis que tous les investissements, justement, qu'on a faits soient perdus et qu'on continue de faire, d'ailleurs. Puis, donc, nous, on demande à la Ville de nous donner une garantie qu'on peut rester au-delà de notre bail qui se termine. La complexité, c'est vraiment qu'à l'époque, ce lot-là n'était pas fait de cette façon-là. Donc, le lot est fédéral, puis il a été loué à la Ville de Montréal qui a construit des pompes à vapeur pour la station de pompage, puis il a construit le bâtiment autour. Et donc, ce bâtiment-là est comme une modification de bail fédéral.
Et donc là, il y a comme plusieurs complexités au niveau des baux, en fond, de location de terrain entre le fédéral, la ville. Donc la ville se dit pas propriétaire encore du lieu, donc il ne peut pas nous faire un nouveau bail encore. Donc c'est vraiment plusieurs couches d'administration à travers ça qui fait qui nous bloque en fait encore dans tous nos développements parce qu'on n'a pas on ne peut pas aller accéder à du financement par exemple pour notre organisme parce qu'on n'a pas de garantie de rester. Donc tout ça c'est des choses qui nous bloquent depuis les 5 dernières années encore. Puis donc on demande aux citoyens, aux gens qui veulent bien nous soutenir d'aller signer la pétition puis de continuer à nous suivre, venir nous visiter, voir le documentaire Fondation. Le documentaire explique très bien cette problématique-là parce que ça a été tourné pendant la crise de la vie d'éviction en 2016. On a gagné cette première bataille-là, mais il reste qu'en fond, on est encore aujourd'hui avec un bail qui nous oblige à continuer d'investir parce que notre bail nous donne la responsabilité de l'entretien complet du bâtiment actuellement. Donc, si on ne s'entretient pas bien notre bâtiment, on peut être pris à défaut et être mis dehors. C'est un bail un peu déraisonnable, compte tenu qu'on est un OBNL culturel, qu'on n'a pas beaucoup de moyens financiers, puis que notre mission est pourtant sociétale. C'est ça qu'on essaie de régler, en fait, avec la ville. De la paperasse. Ben, beaucoup de paperasse, je dirais. Parce qu'il y a une bonne volonté, je veux dire, nous, comme je te disais plus tôt, au niveau culturel, avec la Ville de Montréal, ça se passe bien. On a des appuis, les gens comme Mme Fils-Lambert, le Conseil des métiers d'art, Héritage Montréal est derrière nous. Donc, tous ces gens-là économisés. Donc, tu sais, ça commence à être une belle communauté autour de l'organisme. Puis nous, tout ce qu'on demande, c'est de régler notre dossier administratif, qu'on puisse continuer à s'épanouir puis faire nos projets, parce qu'on en a des projets pour les 50 prochaines années. Ouais, d'avoir un sentiment de sécurité, en fait, comme tu dis, parce que je pense que depuis le début, c'est ça qui est éreintant, là, c'est de faire grandir les forces de Montréal, mais d'avoir peur que ce soit un sort mouvant, finalement, en dessous, puis que... Puis c'est aussi, derrière ça, il y a des humains, dont Mathieu Colette, qui a investi sa vie à travers ça. T'sais. Il y a ça aussi, là, se voir ça se détruire, ça serait terrible. Mm-hmm. C'est à mini-échelle, là, mais je fais partie d'une communauté de Val-Meul, puis par une histoire aussi excessivement complexe, il y a un des terrains emblématiques au parc Jeanne-Mance qui a été détruit, tu sais, puis c'était pas grand-chose dans le sens, c'était physiquement, c'était une clôture un peu moche, là, puis tout croche, puis de la terre pas égale, parce que c'était pas un terrain à proprement dit, tu sais, de la ville, c'est les joueurs qui l'entretenaient, juste pour pouvoir jouer. Fait que, tu sais, physiquement, c'est pas grand-chose. C'est pour ça, peut-être que le terrain a été traité comme quelque chose... c'est juste une clôture puis de la terre, mais comme le lieu crée la communauté, puis il y avait une raison spécifique pourquoi il y a une communauté organiquement qui a grandi à cet endroit-là. Puis quand il n'était plus là, j'en ai pleuré parce qu'il y a une partie de toi qui part avec ça. Parce que les interactions humaines sont plus les mêmes si le lieu est plus là, tu sais, puis... Fait que je peux juste pas imaginer comme le combat de Mathieu en ce moment. Puis c'est pour ça que je me disais, il faut en parler parce que je pense que quand les gens entendent l'histoire, oui. Personne, comme tu dis, va faire une campagne pour vous enlever de là. Tu sais, personne Mais non. comme... Parce qu'effectivement, notre mission a fait du sens. La Ville de Montréal a reconnu la forge traditionnelle comme un patrimoine immatériel de Montréal. Fait que, tu sais, on est le seul lieu qui fait de la forge traditionnelle. Il y a des raisons pour nous mettre dehors et ça fait pas de sens au grand public, puis nous non plus. C'est vraiment une question administrative, puis une question de beau, vraiment, qu'il faut mener à terme, puis rendre, faire honneur à ce qu'on a fait depuis 20 ans, aussi reconnaître les investissements qui ont été faits, parce que c'est énorme là, d'avoir tout construit ça, réparé, entretenu au mieux de nos capacités, mais c'est déjà énorme. Là. Puis on a gardé ce bâtiment-là, qui est un bâtiment iconique, industriel aussi, qui fait partie de la mémoire montréalaise aussi. Là. Mm. Toutes les raisons sont bonnes pour nous laisser là. Mm-hmm. Je pense juste pour donner un ordre de grandeur, si j'ai bien lu, c'est, mettons, je sais pas si c'est le chiffre, mais c'est qu'il exige que vous dépensiez, mettons, 1 million de dollars pour la restauration, puis vous avez déjà investi des centaines de milliers de dollars. Fait que c'est pas comme si vous laissiez vous-même la place à l'abandon, puis que le gouvernement devait intervenir pour dire, ben là, on peut pas rien faire. C'est exactement. particulier.
C'est vraiment, encore une fois, des technicalités, mais qui ont des conséquences lourdes sur nous après. Mais ça a été retiré, cette clause-là, l'an OK. passé, là, C'est ça l'investissement la bataille, finalement? C'est ça à cette époque-là? c'était un des éléments pourquoi qui justifiait l'avis d'éviction, mais réellement, tu sais, c'était déraisonnable et ça a été retiré finalement parce qu'il y a eu un changement d'administration aussi à la ville. Faut penser que c'était vraiment des ententes qui étaient faites avec des anciennes administrations, puis que là, on travaille avec vraiment quand même des nouvelles personnes. Puis les relations sont très différentes là, du tout au tout. Donc, on a quand même bon espoir que ça va que ça va se régler. Mais oui, on a hâte de tourner la page, comme je te disais, puis de recommencer à neuf pour les 50 prochaines années, puis de faire fleurir notre projet encore plus, parce que disons que depuis la d'éviction en 2016, tu sais, les forges, oui, ça a pris une grande proportion, ça a été connu davantage dans les médias, etc. Notre mission est beaucoup plus connue, mais reste que nos moyens sont toujours aussi limités au niveau financier, par exemple, puis il y a beaucoup d'obstacles qui font en sorte que on attend avec impatience de pouvoir garantir notre survie là pour pouvoir continuer parce que sinon, c'est un peu toujours dans le doute là, de savoir ce qui va se passer. Puis... Ça doit être quelque chose pour le système nerveux, en tout cas, Oui, pour beaucoup. de toujours être en état d'alerte. Mais je pense que c'est important pour moi de parler aussi de cet aspect-là derrière le rideau qu'on ne connaît pas toujours, tu sais, par rapport à des organismes qu'on aime ou de voir tout le travail des gens pour faire vivre quelque chose. Puis donner un âme à un lieu, ça n'arrive pas magiquement. Tu sais, c'est du travail délibéré vers une mission. C'est pas magique, tu sais. Non, puis c'est pas toutes les personnes, je pense, qui peuvent porter ce genre de projet-là. Puis je pense que quand on rencontre Mathieu Colette, on comprend, OK, c'est vraiment parce qu'il est tête dure, qu'il y a une volonté vraiment de faire pour pas faire de mauvais jeu de mots. Mais il y a vraiment, il y a vraiment une inspiration, tu sais, puis il y a un charisme qui fait que des gens veulent le suivre, qui le croient, le soutiennent, puis ils s'entourent de personnes qui peuvent permettre ça. Mais c'est quand même c'est particulier, c'est assez extraordinaire. T'sais, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui qui a une drive puis une vision comme ça. Puis, c'est ça qui t'amène à faire ça. Des gens comme ça que t'embarques dans l'aventure. Puis, c'est une des raisons pourquoi moi je suis restée aussi parce que j'y crois à fond. Là, c'est comme il n'y a pas de doute. Là. Mm-hmm. C'est ça. Mais c'est dur sur ces personnes-là aussi parce qu'on dirait que tout le sort du monde est sur ses épaules des fois. Mm-hmm. Surtout, comme tu dis, si littéralement il arrête, sa connaissance est perdue pour la collectivité. Fait que je comprends son sentiment, même peut-être de sa passion, mais un sentiment de responsabilité réellement. Exactement. Mais lui-même, c'est ce qu'il dit. Il a une responsabilité sociale, il porte un savoir-faire, il faut qu'il le transmette, il faut qu'il maintienne ça. Puis, effectivement, c'est le cœur des forges. Puis, sans lui, il n'y en aurait pas. Là. Et je veux dire, éventuellement, on va avoir des apprentis, on va avoir des gens qui vont prendre la relève. Mais pour le moment, c'est Mathieu surtout. Puis on a 2 apprentis qui sont là aussi, puis qui donnent les cours, etc. Mais c'est quand même, on n'est pas beaucoup. On rayonne beaucoup, mais on est tout petit. On est 4 personnes. Mm-hmm. Mais ça montre en fait ce que vous êtes capable, tu sais, que vous êtes compétent. Puis comme tu dis, les forges, mais en fait, c'est lui, mais on parlait beaucoup de Mathieu, mais il y a aussi toi, dans le fond. Puis il y a une question que je m'étais dit, j'allais poser en premier, puis finalement, comme on n'a pas manqué de choses à dire, mais c'est une professionnelle en ethnologie. Oui. Et je pense savoir c'est quoi, mais je suis pas sûre. Fait que est-ce que tu peux nous expliquer en fait? Oui, c'est vraiment un heureux hasard que je me suis ramassée aux forges, mais pour vrai, comme je te disais, c'est vraiment, pour un ethnologue, c'est une place quand même idéale et de choix parce que je travaille directement avec des porteurs de savoir. L'ethnologie, en fond, c'est une discipline qui se rapproche beaucoup à l'anthropologie. Fait qu'on est vraiment dans l'étude des comportements humains, des traditions, comme j'énumérais plutôt tout ce qui est savoir-faire, artisanat. Au Québec, l'ethnologie s'est beaucoup concentrée sur sur la culture québécoise, sur vraiment qu'est-ce qui la caractérise, les traditions, les légendes beaucoup aussi, puis l'artisanat. En France, c'est assez différent. Fait que ça dépend un peu des sphères culturelles dans lesquelles on évolue. Là. Moi, je suis plus comme au Québec, maintenant, je me concentre vraiment aussi sur la culture québécoise, entre autres, puis je m'intéresse sur qu'est-ce qu'il faut préserver, comment le préserver, puis comment le transmettre, donc tous les mécanismes derrière ça. Mais ma maîtrise, je l'ai faite sur l'Espagne, fait que c'est vraiment assez différent, là, mais toujours en lien avec le patrimoine immatériel. Puis moi, je me suis intéressée surtout à l'UNESCO,
En fait, UNESCO qui reconnaît, tu sais, le patrimoine bâti, des sites UNESCO un peu partout dans le monde, mais il y a aussi une branche patrimoine immatériel. Donc, je me suis intéressée sur comment est-ce qu'un organisme international comme ça permet de conserver aussi ces patrimoines-là. Puis au Québec, ben, patrimoine de la forge, c'est un patrimoine de l'humanité, donc ça pourrait devenir un patrimoine de l'UNESCO aussi. C'est aussi un peu tout ça qui m'a amené à étudier la question. Un ethnologue, c'est vraiment souvent une personne qui va être en communication avec des porteurs de savoir, des porteurs de tradition, des artisans, des artistes, aussi de la chanson, par exemple, des choses comme ça, puis qui va essayer de le mettre en valeur, puis de l'accompagner dans sa pratique, puis de l'étudier aussi, d'essayer de conserver des traces de ça d'une manière ou d'une autre. Par exemple, faire des vidéos, toutes ces choses-là, ça peut faire partie de mon travail. Mais par contre, j'ai aussi fait un diplôme au HEC en gestion des organismes culturels. Ça venait compléter un peu le profil parce que je suis gestionnaire d'une part, mais je comprends très bien le matériau brut, la tradition de la forge, puis toutes ces choses-là. Puis c'est ça qui m'intéresse puis qui m'allume, dans le fond. Mm-hmm. Ouais. Je trouve ça beau comment, on a fait on est allé dans l'hyper local, de comprendre la réalité de où vous êtes dans le quartier, à Montréal, dans la ville, puis la valeur pour les Québécois, mais aussi de voir qu'en fait, c'est ça, c'est un patrimoine de l'humanité. Puis j'imagine que tu as des discussions avec d'autres forgerons ailleurs dans le monde. J'imagine, est-ce qu'il y a des enjeux similaires au niveau de la planète? Oui, beaucoup. En fait, l'enjeu névralgique, c'est la transmission. Donc, avoir une relève, ça dépend toujours de l'endroit où on est sur la planète. Il y a des systèmes de transmission qui sont plus établis que d'autres. En France, par exemple, avec le compagnonnage, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. C'est dans le fond, en France, depuis vraiment des siècles, là, c'est quelque chose qui est très institutionnalisé, puis c'est un mode de transmission de maître à apprenti dans un cadre vraiment institutionnel. Donc, c'est comme des écoles. Puis les gens vont suivre un cursus, puis ils vont se promener. Souvent, ils font un tour de France, qu'on appelle. Ils se promènent dans plein de villes pour pratiquer avec différents forgerons, par exemple, de différentes villes, puis sur des chantiers aussi ailleurs. C'est un parcours que Mathieu a étudié avec un forgeron en France, mais c'est un parcours qui est plus typique, puis qui est bien construit. On le sait, tu as des grades, tu peux diplômer, en guillemets. Au Japon, il y a une tradition de forge importante aussi, qui c'est pas du tout la même chose. C'est souvent des écoles d'un maître. Donc, le maître a une école, puis il y a ses apprentis qui apprennent leur façon de faire. Mais c'est beaucoup plus institutionnalisé qu'ici au Québec. Nous, on a des contacts avec tous ces gens-là un peu partout dans le monde aussi. Mais on essaie d'intégrer au Québec un système, justement, de transmission qui va être plus durable, donc un peu plus institutionnalisé pour que les gens puissent au final, avoir quand même une preuve de son apprentissage, puis pouvoir faire un travail, avoir un métier, reconnaître ses compétences aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes au Québec qui sont autodidactes dans leur apprentissage de la forge, mais ça a ses limites aussi à un certain point. Quand on veut devenir professionnel, il faut quand même avoir des bases solides sur certaines technicalités que c'est pas vrai que tout le monde a acquis en regardant des vidéos, par exemple sur YouTube. Il y a beaucoup à faire pour vraiment concrétiser ce système-là de transmission au Québec puis de reconnaissance aussi des acquis. Ça, c'est des combats qu'on mène, nous aussi, malgré que c'est plus grand que notre organisme, là, mais comme on est le gros et le seul organisme qui prône la forge traditionnelle, mais on prend ça sur nous aussi de faire ces chantiers-là d'études aussi, puis d'ouvrir ces chantiers-là parce qu'il n'y avait rien, tu sais. Mm-hmm. Vraiment, là, on part vraiment de la base. Tandis que c'est vrai que partout dans le monde, il y a d'autres systèmes qui sont déjà plus établis pour conserver ces métiers-là. Mm-hmm. Et au Québec, on a fait tellement tabula rasa avec l'industrialisation. Les métiers traditionnels ont vraiment dépéri. Puis il n'y en a pas de structure pour l'apprentissage de ces choses-là. Mm-hmm. Beaucoup à faire. C'est un travail de défrichage. Ouais. Je me rendais compte que, on parle beaucoup d'entrepreneuriat avec Vincent, puis que le vocabulaire autour de l'entrepreneuriat, du monde des affaires, en fait, parce que j'ai fait une maîtrise aussi à HEC, mais c'est un vocabulaire de machine. Ouais. C'est un système, puis les humains sont des ressources dans ce système-là, ce qui est assez fascinant. Juste la terminologie, moi, ça me donne la chair de poule, là, mais puis on dirait que là, il y a un vocabulaire qu'on préfère qui est lié autour de cette idée-là de la nature, d'un entrepreneuriat qui est régénérateur ou qui est créateur, puis de parler de la permaculture. Juste le mot écosystème aussi ramène quelque chose de peut-être un petit peu plus organique.
Puis de réaliser que, tu sais, avant que quelque chose pousse, là, des fois, tu as une terre, puis tu as un jardin, puis tu mets tes graines, mais il y a des fois, il y a rien devant toi, là, tu sais. Tu sais pas si quand ta première pelletée, c'est de l'argile, puis de la roche, tu sais. Puis on dirait que c'est la métaphore qui nous a rassurés quand on réfléchissait à notre progression, puis que, tu sais, si on se valorise juste sur la récolte, c'est qu'on ne voit pas tout le travail derrière pour cultiver quelque chose et le faire grandir. Fait que j'ai l'impression que vous, c'est ça, vous êtes un jardin comme assez foisonnant, mais là, c'est de dire juste s'assurer que l'environnement vous reste favorable avec votre Mais bail, là, mais... exactement. En fait, on est comme un arbre, puis on a plusieurs branches, puis on veut juste continuer de grandir, tu sais. Puis on a plusieurs défis à travers ça, puis il faut juste pas déraciner l'arbre, tu sais. Gardez-nous là, laissez-nous Ouais. rester là. On est quand même solide dans un certain sens. Et il nous en manque pas beaucoup pour réussir à, tu sais, à se dire, OK, on est confiant, là, 50 ans, on est correct, puis on va tout accomplir nos chantiers. Parce qu'on en mène vraiment plusieurs, tu sais, au niveau des reconnaissances. Tu sais, il y en a plein, là. Je pourrais te nommer tout ce qu'on a comme vision, mais on a énormément de projets aussi qu'on voudrait mettre à mener. Puis, en tout cas, tout revient au fait qu'on est bloqué là, financièrement puis administrativement pour le développement. Mais oui, on est un gros jardin, très gros jardin. Mais Et en c'est plus, beau, on fait les outils pour notre jardin. Fait que c'est comme tout est c'est ça. là. En même temps, c'est ça. Ouais. Fait que ce que je trouve le fun, c'est qu'on a vu l'organisme sous différents angles. Fait que je pense que ça donne le sentiment aussi à quelqu'un qui aimerait vous soutenir de trouver sa place, tu sais, puis de réaliser que justement, tu sais, tu peux supporter les forces de Montréal sans être, soit vouloir être un apprenti ou être un hobbyiste ou un professionnel. Il y a même l'aspect organisation, l'aspect comme partage, puis la collectivité. Fait que tu sais, quelqu'un qui vous découvre aujourd'hui ou qui vous suit dans les nouvelles, puis que ça lui brise le cœur aussi, ou qui veut juste vous faire rayonner, c'est comment on peut contribuer avec votre mission? C'est quoi la façon la plus simple de vous rejoindre? Bien, il y a trois façons, je dirais, là. D'une part, il y a les dons. Donc, on reçoit quand même des dons au niveau de notre site web. Il est possible d'aller faire un don pour notre organisme. Il y a aussi de s'impliquer bénévolement. On a une banque de bénévoles qu'on peut faire appel pour faire soit les visites guidées, soit faire aussi les événements, nous aider parce qu'on fait plusieurs événements chaque année, comme la Nuit Blanche, les Portes ouvertes, les Jeux de la culture. C'est des gros événements qui attirent comme 400, 500 personnes, là. On prend toujours des bénévoles pour ça. Ou si les gens ont des ressources aussi, par exemple, quelqu'un travaille en graphisme, puis vous souhaiterait nous donner une banque d'heures pro bono, tu sais, ce genre de choses-là pourrait vraiment nous aider pour plein de types de projets où que j'ai pas le temps de faire moi-même mon graphisme, là, où j'ai pas le temps de faire ma mise en page, où j'ai pas le temps de créer tel truc. Tu sais, si vous avez des ressources particulières ou un domaine particulier, puis vous investir, ben, on serait prêt à toute idée, tu sais. Puis, puis c'est sûr que ben, venir nous visiter, venir partager aussi notre mission, nos nouvelles. Dès que vous voyez quelque chose qui vous raccorde, ben, partagez la bonne nouvelle. C'est toujours, il y a aussi toujours cette game-là de se faire connaître, puis de, de vraiment bien partager cette mission-là avec les autres. Puis, je pense que ça rejoint tellement de monde au final que c'est pas difficile à convaincre, comme on se disait, des gens. Donc, de partager l'histoire. On passe beaucoup en silo, puis il y a quelque chose de beau de voir que notre compétence peut être appliquée à un domaine qui nous passionne. Tu sais, comme on est formé, moi, j'étais formée en gestion marketing, tu sais, puis je me rends compte, je me vois pas comme une professionnelle du marketing. Tu sais, pour moi, c'est que je contribue à quelque chose, je contribue à un projet, puis je m'associe plus au projet qu'à cette étiquette-là. Puis c'est peut-être là la perte de sens, c'est que si on pense à un métier, bien, surtout un métier dans le monde des affaires, qu'il n'y a plus d'output, tu sais, qu'on ne voit plus le fruit de notre travail, je pense que ça fait du bien de s'impliquer dans les projets où je sais pas, on Ça voit fait du l'impact sens. direct. C'est ça, Ouais. mais on revient beaucoup à la quête de sens, puis des fois, souvent, les gens viennent forger, puis ils font comme « Wow, ben si j'avais découvert ça il y a 20 ans, ben peut-être que ça aurait été ça, tu sais, au lieu d'être programmeur dans un... » tu sais, c'est vraiment... il faut rester fidèle à nos valeurs aussi là-dedans, tu sais. Les Forges Montréal, moi, je dis tout le temps que c'est aussi c'est vraiment un réseau de valeurs, tu sais, la durabilité, l'éco-responsabilité, l'achat local, toutes ces choses-là. Je pense que c'est ça qui fait du sens beaucoup à la mission aussi. Puis
Moi, je suis encore plus heureuse de participer à ça parce que c'est directement en ligne avec ce que je crois, puis ce que, tu sais, j'espère que je le témoigne, j'en témoigne bien. Mais tu sais, c'est vraiment ça aussi qui fait la richesse de l'organisme. Puis il y a des gens qui sont venus, qui n'avaient pas ces valeurs-là, ils sont repartis parce que, je veux dire, c'est le cœur aussi de l'organisme. Est-ce que je me demandais, est-ce que vous avez une boutique pour acheter? Mettons que justement, je fais oh wow, je vais m'acheter une hache avec vous maintenant. Est-ce que vous avez une boutique? On prend les commandes personnalisées, mais juste nous écrire un petit courriel, nous appeler, puis on va voir ce qu'on peut faire. Okay. Mais ça va venir. On est en train de travailler dessus. Là, j'ai mis en ligne notre nouveau site web lundi. Fait que là, j'ai mis un espace. Oui. J'ai mis un espace boutique qui va être là puis qui va pouvoir être augmenté là, éventuellement. C'est dans le Ouais, parce que c'est ça, je me rends compte que moi, mon premier réflexe, ça a été de dire que le jour, j'ai pas encore besoin de hache parce que j'étais à la pâte. Je me disais que ça serait d'une consommation comme. Mais en tout cas, juste le symbole quand même, l'accrocher au mur. Mais il y a quelque chose de magnifique on en parlait, je pense, juste avant l'appel, mais de dire comme quand on tient cet objet-là dans les mains, qu'on a fabriqué soi-même ou qu'on connaît la personne qui l'a fabriqué, la sensation n'est pas la même. Puis on dirait qu'il faut le vivre, genre, je pense. Fait qu'encore une fois, d'encourager les gens à aller vous rencontrer. Quoi qu'en ce moment, est-ce que vous avez des heures de visite? Vous avez dû fermer complètement pour le semi-confinement? On vient de réouvrir, mais il faut nous écrire pour réserver des heures de visite, dans le fond. On va être ouvert les mercredis, jeudis, samedi, dimanche sur réservation. C'est des petits groupes. Là, souvent, on met un maximum de 6 personnes dans le groupe. Puis on s'accueille. OK. Fait qu'en famille ou peut-être des groupes éducatifs, c'est encore possible en ce moment? Oui, c'est encore possible. Éducatif, ça dépend. Il faut voir. Là, je pense que vu que c'est l'été aussi, on n'a pas reçu, mais à l'automne, on va voir si on peut réouvrir plus largement. Mais moi, je réinstalle mon musée cette semaine. Fait que dès la semaine prochaine, je commence à recevoir des petits groupes. OK. Ouais. C'est peut-être moi qui vais les recevoir parce que je suis en train Habituellement, c'est moi ou ma collègue Maya, puis on va voir si on pourrait pas trouver des bénévoles, justement, pour faire des visites avec les gens. Puis en atelier, il y a toujours des gens qui travaillent, fait que c'est super fun de voir les deux univers. Là. Fait que d'ici là, les gens peuvent aller voir ton magnifique nouveau site web. On va les diriger vers où ils peuvent aller. Exact. Site web, le documentaire que j'ai pas encore regardé, mais qui a l'air magnifique. Oui, vraiment. Il faut l'écouter parce que c'est beaucoup aussi Mathieu en vedette. Là. On voit beaucoup son cheminement à travers ça, mais on comprend bien tout le combat. Je te dirais, c'est vraiment une clé de plus pour comprendre qu'est-ce que c'est les forges. Est-ce que c'est juste une coïncidence que le documentaire était là quand l'équipe audiovisuelle était là pendant votre bataille ou vous les avez amenés pour documenter votre... Mais en fait, c'est Olivier Asselin, le réalisateur, c'est un documentariste indépendant. C'est un ami des Forges Montréal. Puis dès qu'il a commencé à avoir justement des problématiques au niveau du bail et tout ça, bien, ils ont fait venir Olivier pour filmer et documenter les conseils d'administration. C'est juste voir qu'est-ce qui allait se prendre comme décision et tout ça. Puis finalement, ils se sont rendus compte que ben, ça allait être plus gros que ça. T'sais. Fait que là, il continue à suivre pendant 3 ans toutes les forges. Fait qu'il venait, c'est long, là. Ouais. Wow. Donc, c'est vraiment la somme de plusieurs années de films qui se sont retrouvés là, aux forges. Puis on le voit aussi, on voit Mathieu. Il change beaucoup parce qu'il y a comme des impacts importants de cette crise-là sur lui. Tu sais. Puis pendant tout le film, on voit ça aussi. Là. Wow! C'est vraiment... c'est sur ma liste, c'est certain. Ça a l'air d'être une belle lettre. Fait qu'on encourage les gens à aller le voir, à vous écrire s'ils veulent vous soutenir, signer la pétition, en fait, qui est encore en ligne, je crois. Tout à fait. Donc, voilà, tout le monde, allez voir les Forges de Montréal. Moi, c'est un méga, méga coup de cœur. J'avais super hâte de te parler. Merci. Puis, on va suivre l'histoire, en fait. Là, je me mets la note si tu veux suivre les nouvelles, mais aussi de voir l'année prochaine, aussi 2021, on pourra peut-être faire une mise à jour. Puis, parler du retour des activités, les retours à l'environnement. Puis, de ce que je vois, tu manques pas de projet. Fait que je sais que ça va avoir évolué. Exactement. Ben oui, on s'en reparlera. Puis oui, vous êtes les bienvenus. Puis toi aussi, d'ailleurs, aux Forges de n'importe quand. Mais là, le cours de couteau me tente, là. Vous avez annoncé une initiation qui est de se fabriquer son propre couteau. Oui. Fait que, ouais. C'est toute une expérience. Moi, je t'invite à le faire. Oui, je pense que ça va être une initiation. Vince aussi, là, quand il a vu ça,
réellement, là, pendant une journée, là, il s'est dit « Est-ce que je deviens forgeron? » C'est venu le chercher, c'est vraiment cette idée-là de dire avoir su plus tôt, mais en tout cas, finalement, il va peut-être plus être un hobbyiste, mais en tout cas, on va aller... C'est correct aussi, hein? Tout est valable, vraiment. Il n'y a pas de discrimination. Bien, merci encore, Catherine. Bonne continuation dans vos démarches. C'est vraiment, vraiment inspirant. Merci. À bientôt. Bye.